ont passé depuis le crash. Les autorités s'en tiennent toujours à la même version officielle. L'autorité militaire oppose toujours un mur de dénégation. Pourtant, depuis quelques années, quelques fissures sont apparues dans ce mur. Le major Marcel allait en reparler avec son fils, pour dire que non, ça n'était absolument pas un ballon météo. Et tout à coup, un officier à la retraite de l'armée de l'air révèle à sa femme un étonnant secret. Mais d'abord, présentons l'histoire de Brownie. Melvin A. Brown était sergent au 509e groupe au Nouveau-Mexique au moment du crash. Par la suite, il fut muté en Angleterre. Il épousa une Anglaise et à l'âge de la retraite s'établit avec sa famille dans la banlieue de Londres. Au fil des années, à plusieurs reprises, il évoque pour les siens des bribes d'une étrange histoire. Mais sur son lit de mort, en 1982, Brownie livra le reste de son secret et révéla le numéro d'un compte en banque confidentiel. Aucune trace de fonds pour ses proches. Et le numéro de compte n'apparaît nulle part. Cependant, sa famille se demande toujours s'il y aurait de l'argent qui les attend quelque part. Il se demande et se rappelle les paroles de Brownie. Un peu comme si, une fois raconté son histoire, il l'avait regretté. Tous les soldats disponibles au sol, là je cite ses propres termes, je m'en souviens, tous les soldats disponibles au sol ont dû aller dans le désert où une soucoupe volante était tombée. Ils ont tous dû monter la garde autour de cet endroit et tout surveiller autour, sans funer. Apparemment, un type a quand même été voir et ils ont soulevé la bâche. C'était des fourgons à bâche intégrale. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Sans doute une histoire de bâche. Ils ont imité l'autre. Ils ont soulevé les bâches et ils ont vu 2 corps, je crois. Mais ma sœur dit 3 corps. Là, on n'est pas d'accord. Ils ont vu des corps d'une taille de 1,20 m, pas plus, peut-être moins. Des têtes bien plus grosses que d'ordinaire, des yeux bridés et la peau jaune. Bien loin de Londres, dans le comté de Lincoln, au Nouveau-Mexique, nous avons voulu joindre un témoin insaisissable qui a une histoire encore plus incroyable à raconter. Nous l'avons retrouvé ailleurs. Nous nous sommes engagés à ne pas révéler ses coordonnées. Il s'appelle Glenn Dennis. Et en 1947, il était entrepreneur de pompes funèbres, dirigeant l'entreprise de pompes funèbres Ballard à Roswell, au Nouveau-Mexique. Ici à Roswell, l'après-midi du 8 juillet, les pompes funèbres de la ville se mirent à recevoir des appels émanant de l'hôpital de la base aérienne. Il s'agissait des questions sur la préservation des tissus, l'effet de tel ou tel produit sur les tissus. Et des sociétés à Roswell reçurent commande d'une importante quantité de neige carbonique. Après 4 ou 5 coups de fil reçus aux pompes funèbres, le responsable conclut qu'il devait y avoir eu un crash avec mort d'homme à la base aérienne. C'était le début de l'histoire la plus remarquable liée au crash de Roswell. Voici l'homme dont nous parlons. L'entrepreneur de pompes funèbres, Glenn Dennis. En 1947, il était directeur de l'entreprise de pompes funèbres Ballard à Roswell. Ces coups de fil formaient les préludes de menaces de mort. Revenons donc à cet après-midi du 8 juillet. Au coup de fil suivant, que j'ai dû recevoir 40 ou 45 minutes plus tard, il me pose des questions sur nos préparations. Comment nous faisons pour préparer les corps qui ont été exposés aux éléments ou bien gravement décomposés? Comment on traite les corps de brûlés? Les cas hautement traumatiques. Notre procédure pour ça. Question suivante. Que feriez-vous pour ne pas modifier la composition chimique des corps, ne pas détruire de sang, ni rien de ce qui pourrait s'avérer fort important par la suite? Quelle procédure vous suivez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça modifie la composition sanguine, etc. Là, j'ai su que sans doute il s'était passé quelque chose, qu'il ne voulait peut-être pas annoncer. La mort d'une personnalité ou autre, qu'il ne voulait pas... Enfin, aucune idée de ce que ça pouvait être, mais je les ai aidés. Je leur ai dit, je peux venir vous aider si vous avez ça, je peux vous aider. Et l'on me répondit, non, c'est pour plus tard, histoire de savoir comment procéder. Des questions sur les produits, les tissus.
la préservation du sang et autres fluides physiologiques. Des questions bien bizarres. Si les médecins de la base étaient en train d'autopsier les restes, au moment de ces coups de fil, il s'ensuit que dès le 8 juillet, les corps avaient été enlevés du deuxième site du crash et déposés à l'hôpital de la base, ce qui correspondrait à des détails clés du récit du sergent Brown. La version de Glenn Dennis corrobore ce que dit le témoin Frankie Rowe. Il pensait que celui qui était en vie avait été emporté à l'hôpital de la base. Et un de nos amis, le mari d'Aris, travaillait là. Il a vu un personnage entrer. Plus tard dans l'après-midi, Glenn Dennis amène un aviateur blessé à l'hôpital de la base suite à un incident de circulation. Entrant en salle d'urgence, Dennis vit des débris à l'arrière d'une ambulance de l'armée garée là. Ce que j'ai remarqué d'insolite à ce propos, c'était des inscriptions ou une bordure autour du fragment, une dizaine de centimètres, mais ça suivait le bord de ce fragment d'épave. Et à ce moment, une fois entré, j'ai songé à quoi ressemblait ce fragment. Ça m'a fait penser à une inscription égyptienne, peut-être des figures. Et là, une autre pièce de notre puzzle se met en place. Il semble que le médecin était en plein examen des corps lorsque M. Dennis est entré dans la salle d'urgence. Ils étaient assistés par une infirmière dont il nous dit que c'était une proche amie. Une des infirmières, lieutenant du corps des infirmières que je connaissais très bien, elle était très remontée. Elle m'a dit « Comment tu es entré ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? Sors d'ici tout de suite, ou tu vas avoir de gros ennuis. Sors vite fait. » L'infirmière s'éclipse dans une autre pièce, sans doute là où l'autopsie était toujours en cours. Mais de gros ennuis attendaient Glenn Dennis, à cause d'une remarque faite à un officier qui le bloqua à la sortie. J'ai dit « On dirait qu'il y a eu un crash. » Et puis encore, je vois des débris dans les ambulances. C'est sans doute là que je me suis attiré des pépins, juste là. Il me dit « Un instant, s'il vous plaît. » Et il va à la porte, fait signe, et là, 2 types de la police militaire débarquent. Il leur dit « Vous me sortez ce gars-là et presto. » On prend le hall pour sortir et j'entends une voix d'homme qui fait « J'en ai pas fini avec lui. Vous le ramenez. » M. Dennis déclare qu'on l'a brusquement fait entrer dans une pièce où il se retrouve face à 2 hommes qu'il n'avait jamais vus jusque-là, un sergent de l'armée et un capitaine aux cheveux roux. Un échange animé s'ensuit où Dennis affirme que tous les deux l'ont menacé de mort. Le capitaine roux me dit « Il n'y a pas eu de crash ici. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas envie de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'avez rien vu. Si vous faites ça, vous allez avoir de gros pépins. » Bon, moi j'étais un peu remonté. Je n'aimais pas la façon dont il m'avait traité au début. Je lui fais la remarque. « Écoutez, moi je suis civil. Vous ne pouvez rien me faire. Allez au diable. » Ce furent exactement mes paroles. Je m'en souviens très bien. Alors le sergent noir m'a dit « Te fais pas d'illusions, petit, ou quelqu'un ira ramasser tes os dans le sable. » Il y avait une rumeur depuis longtemps. L'un des pilotes assurant un vol au départ de Roswell aurait vu les corps. Mais ce n'est qu'en 1982 que la rumeur devint réalité. Lorsque Papy Henderson parla enfin, il dit à sa femme « Ça fait des années que je brûle de te le dire. » Nous étions à l'épicerie à San Diego, où nous vivions depuis des années, et à la caisse, là, un journal. Le Globe, je crois, avait toute une histoire sur l'affaire. D'ailleurs, j'ai gardé les journaux. Il a jeté un coup d'œil et il m'a dit « Ça fait des années que je veux t'en parler. » J'imagine que si ça sort dans les journaux, alors ça n'est plus top secret. Alors nous avons acheté les journaux, on est allé à la voiture et il m'a dit « Lis ça. » Et j'ai lu ces articles. Il m'a dit « C'est une histoire vraie. » Et encore, non seulement je le savais, mais c'est moi le pilote qui a convoyé la soucoupe crashée jusqu'à Dayton dans l'Ohio. J'étais abasourdi. Et si ça n'avait pas été Papy, sans doute que je ne l'aurais pas cru. Mais il était très sûr de son fait. Et il me disait toujours la vérité, sans le moindre faux fuyant. Alors je l'ai cru.
Mais à l'époque, si on disait qu'on avait vu un engin intergalactique ou une soucoupe volante, votre réputation était faite. Une cinglée. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais ça faisait des années, quand on lui demandait ce qu'il pensait des soucoupes volantes, sa réponse était toujours « pas de fumée sans feu ». Près de 50 ans plus tard, la version officielle n'a toujours pas varié. Mais qu'un vaisseau spatial se soit écrasé ou non au Nouveau-Mexique, une chose reste certaine. Les histoires touchant à l'incident ont été ensevelies depuis des dizaines d'années sous plusieurs strates de secrets, ce qui amène à la question la plus fascinante de toutes. Pourquoi ?